Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, Nancéennes, Nancéens, amis lorrains de tous horizons et internautes qui nous avaient rejoints ce soir. Je suis Renaud Petitjean, je suis membre du collectif citoyen avec Mathieu Klein. J'ai le plaisir d'animer ce Facebook Live aujourd'hui en présence de Mathieu Klein et de son équipe Nancy en Grand. Alors, vous l'avez peut-être vu, la réunion du conseil municipal jeudi 7 mai dernier a marqué le retour de la vie démocratique à Nancy. Et à l'heure du déconfinement, la démocratie doit elle aussi se déconfiner. Pourquoi nous avons souhaité créer cette émission en live pour reprendre contact avec vous, les Nancéens, les Nancéennes. Avec la reprise du scrutin municipal prochainement, vous allez élire l'équipe qui sera en charge de l'après-crise. Si le calendrier électoral n'est pas encore connu à l'heure où nous nous parlons, il le sera bientôt. Vous le savez sans doute, à l'issue du rapport que remettra Édouard Philippe au Parlement le 23 mai prochain. D'ici là, nous pouvons progresser ensemble. Les enjeux de la ville de demain sont nombreux. Il est important que les citoyens reprennent la parole, donnent leur avis sur ce qu'il nous convient de faire à l'issue de la crise, sur ce qu'il nous convient de faire à moyen terme et également à plus long terme, pour l'avenir de notre ville, pour ses habitants. Cela n'est pas contradictoire avec la lutte contre le Covid qui se poursuit, bien au contraire. D'ailleurs, au cours des semaines passées, une énergie sans précédent s'est déployée. De nombreuses initiatives ont été prises par les Nancéens, par les Nancéennes, que ce soit au titre des solidarités, de la lutte contre l'isolement ou de la poursuite de notre économie locale. C'est cette énergie que nous voulons aujourd'hui continuer à faire vivre pour construire Nancy. Et c'est le sens de ce Facebook Live ce soir, faire revivre le débat des idées à Nancy. Alors ce live, nous l'avons voulu l'organiser comme une réunion publique en ligne finalement. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ et vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Comment ? C'est très simple, il suffit de poser vos questions sur la case commentaires de l'interface Facebook sur laquelle vous vous êtes connecté. Avec nous ce soir pour répondre à vos questions et organiser nos débats, eh bien, nous avons Charlotte Marel. Et j'oubliais de préciser que toutes les personnes qui interviennent ce soir sont colistières sur la liste Nancy en Grand, aux côtés de Mathieu Klein. Charlotte Marel, vous êtes responsable de magasin au centre-ville de Nancy. Bonsoir Charlotte. Bonsoir tout le monde. Je vois également avec nous Ossine Chabira, metteur en scène et directeur de festival au titre de la culture. Bonsoir Ossine. Bonsoir, voilà, ça marche. Bonsoir, bonsoir à tous. Frédéric Maguin, conseiller départemental et également représentant de Nancy Écolo. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je poursuis avec le représentant du Parti communiste, Bora Yilmaz, qui est enseignant de profession. Bonsoir tout le monde. Représentant du Parti socialiste, qu'on ne présente peut-être plus à Nancy, Bertrand Masson, leader de l'opposition à la mairie de Nancy. Bonsoir Bertrand. Bonsoir, bonsoir Renaud. Les questions d'éducation seront sans doute à l'honneur ce soir avec la reprise prochaine de certaines écoles. Véronique Billot est conseillère départementale et également directrice d'école. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Nous poursuivons dans le domaine de l'enseignement avec une universitaire qui est également en très bonne place sur la liste Nancy en Grand, Estelle Mercier. Bonsoir Estelle. Bonsoir à tous. Un hommage particulier pour une actrice de la santé dans cette période difficile, Muriel Colombo, directrice d'hôpital. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tous. J'en termine, je crois, avec nos participants et une participante de renom, ancienne députée, directrice déléguée d'association en financement solidaire, mais également élue à la métropole à laquelle elle dirige le groupe d'opposition Chénesse-Kironi. Bonsoir Chénesse. Merci, bonsoir à tous. Je ne voudrais pas oublier notre leader de la liste Nancy en Grand. Il est président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, également conseiller municipal à la ville de Nancy et, devons-nous le rappeler, tête de liste de la liste Nancy en Grand, arrivé au premier tour avec 38% des suffrages le 15 mars dernier. Bonsoir Mathieu Klein, que nous n'avons pas entendu. Mathieu Klein n'avait pas son micro. Voilà, j'ai réanimé mon micro.
ne saurait tarder. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Mathieu Klein et peut-être pour introduire la question, la première question à Mathieu. Mathieu Klein, on vous a vu, je dirais, au front, au devant de la scène durant cette crise, en tant que gestionnaire d'une grande institution au conseil départemental, et je crois qu'il serait intéressant pour nos internautes d'avoir votre recul, votre retour d'expérience sur cette période en tant que président d'une institution, mais également c'est aux citoyens que je veux m'adresser. Vous êtes habitant de Nancy, vous avez vécu la ville comme nous tous dans cette période tout à fait particulière et peut-être un sentiment personnel également, savoir ce qui vous anime aujourd'hui. La parole est à vous, Mathieu. Merci Renaud. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce contexte particulier, puisque nous nous retrouvons les uns et les autres derrière nos écrans d'ordinateur. Contexte particulier car nous sommes au beau milieu d'une crise exceptionnelle, une crise qui touche chacune et chacun d'entre nous, qui touche notre santé, qui touche nos familles, qui nous a amené ces dernières semaines à changer de mode de vie, à changer aussi parfois notre façon de réfléchir à l'avenir de nos enfants, l'avenir de la société, l'avenir de notre ville, à nous poser des questions, parfois des questions nouvelles ou alors à nous poser des questions qui peut-être étaient jusqu'ici secondaires. Et c'est toutes ces questions que je souhaitais ce soir que nous puissions aborder ensemble. Alors, je veux le dire d'emblée, il ne s'agit pas d'un rendez-vous unique. Nous allons prendre l'habitude de nous retrouver régulièrement. Et je veux remercier certaines de mes colistières et certains de mes colistiers qui ont accepté de jouer le jeu ce soir pour cette première. Vous les verrez régulièrement, vous verrez aussi les autres au fur et à mesure du temps qui passe, car il est très important, comme l'a dit Renaud il y a quelques instants, que nous reprenions tout doucement, sereinement, mais avec aussi beaucoup de volonté, le chemin du débat d'idées. Et moi, j'ai besoin de vous entendre, de comprendre comment vous vivez la crise, ce que vous attendez demain d'une ville, d'un territoire et aussi de notre façon de vivre ensemble. Est-ce que cela change pour vous aujourd'hui votre façon de percevoir les grands enjeux qui animent notre vie quotidienne? Qu'est-ce que vous attendez d'une équipe municipale demain? Car oui, c'est aussi important de le souligner, le déconfinement rime avec le retour plein et entier du débat démocratique. Et d'ailleurs, le retour finalement de la démocratie et de la démocratie locale, c'est aussi le signe que, comme pour d'autres activités, nous prenons le dessus sur la crise et sur le Covid. Je sais, Renaud, tu l'as dit à l'instant, que la vie de beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens n'est absolument pas aujourd'hui tournée vers les élections. Et je le comprends très bien. Depuis plusieurs semaines, comme beaucoup d'autres, j'essaye d'agir à mon niveau pour faire en sorte que, notamment les plus fragiles, puissent trouver support, appui, écoute, considération, moyens pour surmonter la crise qui frappe tout le monde, mais qui frappe aussi plus durement celles et ceux qui sont déjà plus fragiles, même en temps normal. Vous le savez, en tant que président du département, j'ai notamment la responsabilité particulière d'accompagner les personnes âgées, notamment celles qui sont en perte d'autonomie, d'accompagner les personnes handicapées, d'accompagner les collégiens, d'accompagner les enfants qui sont confiés loin de leur famille à l'autorité publique. Et j'ai pu mesurer à la fois les besoins réels et aussi l'attention qui doit être la nôtre au quotidien pour celles et ceux qui parfois un peu sont en dehors de nos écrans radars, en dehors des écrans radars des grands débats publics. Cette attention à l'autre, ce soin à autrui, c'est pour moi en tout cas un des enseignements majeurs de cette crise. Je veux aussi penser et remercier à travers celles et ceux qui nous regardent ce soir les agents du service public. J'ai pu voir, que ce soit à la ville de Nancy, à la métropole du Grand Nancy, au département de Meurthe-et-Moselle, j'ai pu voir le formidable élan de mobilisation qu'a généré la nécessité de nous réorganiser vite, d'agir vite, parfois très vite, pour répondre à la crise. Le service public est au rendez-vous. Et il est au rendez-vous, j'allais dire, il n'est au rendez-vous que grâce à la mobilisation des femmes et des hommes qui l'animent.
Mais il n'y a pas que le service public, même si je pourrais, et j'y reviendrai tout à l'heure, parler des soignants. Je veux aussi penser aux commerçants, aux salariés qui n'ont jamais cessé de travailler, qui ont continué en prenant des risques à être au contact du public. Et puis, bien sûr, à travers Muriel Colombo, la numéro 2 de notre liste, directrice d'hôpital, qui était en première ligne encore aujourd'hui dans ses fonctions professionnelles face au Covid-19, les soignants des hôpitaux publics, des cliniques privées, des EHPAD, les intervenants à domicile, des aides à domicile pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, enfin, toutes celles et tous ceux qui mouillent la chemise, qui ont mouillé la chemise et qui continueront à se mobiliser. Alors, nous devons en tirer des leçons, et c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Nous allons progressivement, au fil des semaines, peut-être insister sur plusieurs thématiques. Nous avons à parler, et peut-être nous le ferons d'ailleurs dès ce soir, à travers vos questions, des transports, de la mobilité, de la transition écologique, de l'économie de proximité, le commerce, de l'éducation, bien sûr, avec le retour à l'école de certaines et de certains d'entre vous dès la semaine prochaine, et puis toutes les questions de l'organisation de la vie quotidienne, et de notre façon finalement de hiérarchiser nos priorités. Je veux terminer mon propos là-dessus. Je crois que beaucoup de choses se disent et s'écrivent sur les leçons à tirer. J'ai appris avec le temps à ne plus trop croire aux formules toutes faites. J'aimerais pouvoir vous dire avec certitude que demain, rien ne sera plus comme avant. Ce que je sais, c'est que cela ne sera possible que si le fonctionnement de la démocratie change, que si les citoyens sont mieux écoutés, s'engagent, ont leur place, ont une place autre et beaucoup plus forte qu'à l'occasion seulement des échéances électorales. C'est à ce prix-là que rien ne sera plus comme avant. Mais il va falloir pour ça que nous travaillions ensemble, que nous apprenions peut-être aussi, nous les élus et les responsables politiques, à travailler différemment, à entendre différemment, à accompagner différemment les projets citoyens. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ouvrant cette rencontre ce soir, en vous remerciant d'être présents à nos côtés. Et puis maintenant, place à la discussion, au débat, à vos remarques, à vos questions, à vos commentaires, que je m'emploierai à pouvoir, j'allais dire, apporter des réponses ou des commentaires, accompagnés bien sûr des colistières et des colistiers qui sont avec moi ce soir. Vous l'avez vu. Je te rends le micro, Renaud. Et maintenant, place à vos contributions. Bien, merci Mathieu. Alors une question finalement qui est un peu sur toutes les lèvres en cette période. On a vu que le 16 mars, le deuxième tour de l'élection municipale avait été arrêté net. Et puisque tu faisais allusion au rôle des élus dans cette période si particulière où la force publique doit se mettre en mouvement, quand auront-elles lieu ces élections finalement? Allons-nous pouvoir terminer ce scrutin municipal et à quelle échéance? Il n'y a pas encore de réponse à cette question. Le Premier ministre Édouard Philippe a répété à plusieurs reprises que le Conseil scientifique formulera un avis au gouvernement sur la possibilité de tenir ou pas le scrutin avant la fin du mois de juin. Dans le premier projet de loi qui a été présenté au Parlement après le début du confinement, est évoquée la fin du mois de juin, sous réserve d'un avis favorable du Conseil scientifique. Donc nous verrons à la fin du mois de mai, lorsque le Parlement sera saisi de cet avis du gouvernement après avis du Conseil scientifique, si les élections peuvent se tenir au mois de juin. Il y a deux possibilités. Une possibilité de second tour sur la base des résultats du premier tour a aussi été évoquée par le ministre de l'Intérieur. La faculté que le gouvernement aurait à l'automne de reprendre le processus électoral à zéro et de convoquer à nouveau 2 tours d'élection dans les communes, essentiellement les grandes villes de France, qui n'ont pas débouché sur le choix d'une assemblée municipale à l'issue du premier tour. Donc, il faut encore faire preuve de patience, mais quel que soit, j'allais dire, le scénario qui sera retenu par le gouvernement et par le Parlement, nous avons, nous, à Nancy en particulier, la responsabilité de répondre présent, car j'avais eu l'occasion de remercier, même si le contexte était très particulier, même si la participation a été affectée par la crise du Covid, j'avais eu l'occasion de remercier les Nancéennes et les Nancéens de la confiance qu'ils avaient témoignée à notre attention en nous plaçant en tête du premier tour. Cette responsabilité-là, elle demeure aujourd'hui, et pour ma part, je ne la perds pas de vue.
dans la conduite à tenir dans les prochaines semaines et les prochains mois et dans les propositions que nous aurons à formuler. Alors peut-être un corollaire à cette question, est-ce que vous pensez que vous aurez le temps, justement, en tant que liste Nancy-Engrand, d'articuler ce que doivent être peut-être de nouvelles propositions par rapport à un programme électoral qui avait été posé dans le débat public dans le premier trimestre 2020 ? Est-ce que la démocratie pourra reprendre sa vie par rapport à ce scrutin ? Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Vous savez, j'ai entendu que, et je comprends très bien pourquoi, hein, et je partage cette ambition, que bien sûr les commerces d'abord allaient redémarrer à partir de lundi, que même si nous avons une vigilance vraiment, et j'insiste sur ce point, car le déconfinement ne signifie pas que nous en avons terminé avec le Covid-19, le déconfinement ne signifie pas que nous pouvons évidemment nous dispenser de toute forme de protection. Au contraire, si nous voulons que ce déconfinement réussisse, nous avons le devoir, nous les citoyens, je parle à chacune et à chacun d'entre nous, d'être particulièrement vigilants, de respecter les gestes barrières, les mesures de protection qui sont indispensables pour que l'épidémie ne reparte pas. Vous avez d'ailleurs noté que la Meurthe-et-Moselle est restée rouge sur la carte de France. Elle est restée rouge uniquement à raison de la situation aujourd'hui, de ses capacités hospitalières, même si les lits de réa ne sont plus saturés par le Covid, ils sont encore beaucoup sollicités. Sur la seule question de la circulation du virus, la Meurthe-et-Moselle est un département vert. Mais pour rester vert, c'est finalement à nous, chacune et chacun, de faire en sorte que ce soit possible. Et j'allais dire, il en va de même pour la question du débat démocratique et des élections. Les élections se tiendront, je pense, sur la base, bien sûr, d'un projet qui est celui que nous avons porté devant les électeurs le 15 mars dernier. Un projet marqué d'un certain nombre d'ambitions, notamment en matière de transport, de mobilité, notamment en matière de développement économique, de solidarité, de transition écologique, qui était déjà une sorte de fil conducteur de l'ensemble des réflexions qui étaient les nôtres. Mais il y a fort à parier, et c'est ce que j'attends, moi, de l'échange citoyen, que peut-être certaines de ces priorités soient hiérarchisées différemment. Je vais donner deux exemples très simples qui figuraient d'ailleurs à notre projet, qui figurent à notre projet. La question de l'autonomie énergétique des territoires. Je disais durant la campagne électorale que c'était un véritable défi pour nous de limiter notre dépendance progressivement aux énergies fossiles et de faire en sorte que par le développement des énergies renouvelables, animées, produites, gérées et consommées à l'échelle locale, eh bien, nous puissions être un territoire plus résilient. Alors aujourd'hui, c'est un mot qui va presque devenir tarte à la crème dans peu de temps, comme ces mots qui sont utilisés à tort et à travers, mais un territoire plus autonome sur le plan énergétique, c'est un territoire qui se met à l'abri de nouvelles grandes crises. Car la crise du Covid-19 n'est malheureusement pas la seule, et les crises sanitaires ne sont malheureusement pas les seules auxquelles nous pourrions être confrontés. Et je veux aussi dire un mot de l'autonomie alimentaire. D'ailleurs, le débat de cette crise, il a montré que les citoyennes et les citoyens se sont, et notamment à Nancy, réemparés de l'alimentation de proximité. J'ai discuté avec beaucoup de commerçants ces dernières semaines qui ont vu, pour celles et ceux qui mettent l'accent sur les produits locaux, leur clientèle eh bien, se développer, les demandes augmenter. Voilà un enseignement à tirer qui, finalement, doit durer au-delà de la crise du Covid-19. Comment rendre notre territoire plus autonome sur le plan alimentaire ? N'oublions pas que nous sommes le Grand Nancy, le sud de la Meurthe-et-Moselle, un des territoires de France, qui consomme le moins local. Moins d'1% de notre alimentation quotidienne est constituée de produits locaux. Nous avons donc beaucoup de progrès à faire. Alors, il y a de nombreuses autres questions de santé, d'économie, nous y viendrons dans le débat, mais je crois à la fois que le projet que nous portons est un projet fort, ambitieux, qui répond aujourd'hui à une partie des enjeux qui sont les enjeux que notre société et notre ville Nancy affrontent. Et je crois aussi que dans les semaines qui viennent, eh bien, nous aurons à montrer que nous avons tiré toutes les leçons sociales, économiques, sanitaires, éducatives de cette crise du Covid-19.
Bien, merci Mathieu. Vous avez parlé de la nécessité de mettre notre territoire à l'abri des grandes crises. Cela commence par des petites choses du quotidien. Et on a plusieurs questions en ligne ou des questions qu'on avait reçues juste avant l'ouverture de notre événement, des questions qui avaient été envoyées par mail. Je vais en citer une ou deux et puis vous redonner la parole. Une question d'Anna. Bonjour Monsieur Klein, je n'ai pas bien compris pour les masques. En tant que nancéenne, pourrais-je avoir un masque fabriqué par Davidao, la société locale qui en fabrique? Une deuxième question, une question d'Alexandra. Quelle est la différence entre les différents tests? Quels sont ceux qui sont homologués? Voilà, pas mal de questions sur des aspects assez concrets qui dénotent de la volonté des Nancéens et des Nancéennes de bien comprendre qu'ils vont pouvoir avancer en toute sécurité dans leur quotidien à partir de lundi et dans les semaines à venir. Oui, je comprends. Ce sont des questions qui me sont posées tous les jours par les Nancéens, par les Meurthe-et-Mosellans. Comment faire aujourd'hui pour être finalement nous-mêmes les plus responsables? Nous ne pouvons pas tout attendre des pouvoirs publics, même si nous avons beaucoup d'exigences légitimes à leur endroit, mais nous avons aussi une part de responsabilité individuelle dans nos comportements quotidiens pour faire en sorte que le Covid-19 ne reparte pas, continue à reculer, et que nous puissions tourner la page de cette crise historique. Et un des premiers outils dont nous avons besoin, c'est l'outil du masque. Le masque est devenu aujourd'hui une question essentielle. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur la fourniture en masques chirurgicaux et FFP2 au temps fort de la crise et aujourd'hui encore. Et il y a aujourd'hui la question des masques renouvelables, des masques alternatifs, des masques en tissu. Le département de Meurthe-et-Moselle a pris l'initiative de travailler avec une entreprise meurthe-et-mosellane, nancéenne, l'entreprise de confection DAO, et de proposer aux communes du département qui le souhaitaient de s'associer au conseil départemental pour fabriquer, demander à Davidao plus précisément, de fabriquer des masques en tissu pour les Meurthe-et-Mosellans. Pourquoi? Parce que je connais David depuis un certain temps. C'est une belle aventure, d'abord une belle aventure économique et industrielle qu'il a lui-même mise sur fonds baptismaux à Nancy dans son atelier pour fabriquer d'abord des jeans sur mesure. Et cette confection locale du jean Made in Nancy, Made in 54, rencontre beaucoup de succès. Il avait de lui-même commencé à participer à la confection de masques en tissu. Et lorsque j'ai vu ce travail se réaliser, je lui ai demandé s'il était prêt à relever ce défi. C'est un vrai défi, un défi industriel, économique, avec nous. Et il a accepté de le relever, ce dont je lui suis particulièrement reconnaissant. Et puis après, je me suis tourné avec le conseil départemental vers les communes de Meurthe-et-Moselle. 96% des communes de Meurthe-et-Moselle ont passé commande à Davidao. Ce sont aujourd'hui près de 600 000 masques qui sont en cours de fabrication, notamment à Maxéville, puisque c'est une unité de production. Et je remercie très particulièrement et sincèrement le maire Christophe Chauzereau qui a mis son énergie, ses services et ses moyens à disposition pour qu'en quelques jours, cette unité de production puisse voir le jour sur le site des brasseries, en employant aujourd'hui plus de 75 personnes en insertion. Là, c'est aussi l'attention particulière que je tiens à avoir en direction de celles et ceux qui sont aujourd'hui parfois le plus éloignés du marché de l'emploi, celles et ceux qui, depuis de nombreuses années, galèrent, cherchent du travail, n'en trouvent pas, ont du mal à joindre les deux bouts. Il me semble que c'est l'occasion, lors d'une crise comme celle-ci, eh bien, de rassembler les pièces du puzzle. Une économie locale, industrielle, une économie solidaire tournée vers celles et ceux qui ont des capacités, bien sûr, à travailler, mais qui ne parvenaient pas à trouver du travail, une économie citoyenne animée par les élus de toutes les communes du département. Et c'est le choix que 96% des communes ont fait. Alors, 96%, mais pas la commune de Nancy, qui a fait un autre choix que je respecte parfaitement, qui est d'avoir commandé auprès de plusieurs entreprises, à des usines en France et à travers le monde, des masques qui ont commencé ces derniers jours à être délivrés aux Nancéennes et aux Nancéens dans des points de collecte que vous pouvez retrouver sur le site de la ville de Nancy. Donc, pour répondre précisément à la question d'Anna, vous disposerez, si ce n'est pas encore le cas, d'un masque que la ville de Nancy
va vous procurer, enfin en tout cas que vous irez vous procurer si vous avez moins de 65 ans dans l'un des différents points mis à disposition par la ville, ou qu'on vous enverra à domicile si vous avez plus de 65 ans. Et si vous habitez dans une des 96% des autres communes de Meurthe-et-Moselle, votre commune va progressivement, à partir d'avant-hier d'ailleurs, puisque les premières livraisons ont eu lieu dans le nord de la Meurthe-et-Moselle avant-hier, va diffuser. Alors, chaque commune a sa convenance, à ses habitants, progressivement, donc depuis 2 jours, et ce jusqu'au début du mois de juin, des masques en tissu fabriqué, made in 54. Sur la question des tests, alors c'est une question pour laquelle moi je ne m'improvise pas médecin. Vous savez, moi je pense que les élus doivent jouer tout leur rôle, rien que leur rôle, pleinement leur rôle, mais ne pas finalement s'improviser des responsabilités ou des compétences qu'ils n'ont pas. Moi, je ne suis pas médecin et j'essaye sur les enjeux sanitaires, parce que c'est aussi ma conception de l'État, c'est aussi ma haute, je crois, conception de l'autorité de l'État, de m'en tenir aux préconisations de l'autorité sanitaire nationale, de la Direction générale de la santé, relayées sur le territoire par l'Agence régionale de santé et par le préfet du département. En l'espèce, le débat des tests sérologiques versus les tests virologiques, il fait rage depuis le début du confinement. C'est un débat très intéressant. Le test virologique par écouvillon nasopharyngé est celui qui permet finalement de mesurer si, au moment où le test est pratiqué, vous êtes ou non porteur du Covid+, permettant ensuite de prendre les dispositions d'isolement, de quarantaine pour que vous ne contaminiez pas votre entourage. Et les tests sérologiques, eux, permettent de savoir si vous avez été au contact du Covid-19, d'ailleurs que vous ayez été symptomatique ou d'ailleurs plus vraisemblablement asymptomatique, puisque les porteurs asymptomatiques qui ne développent pas de symptômes du Covid-19 sont nombreux. Ce test sérologique est encore, à l'heure où je parle ce soir, en cours d'homologation par l'autorité sanitaire nationale, par la Haute Autorité de Santé, l'Institut Pasteur. Alors, il existe de multiples laboratoires en France qui le proposent d'ores et déjà, mais c'est sur la base souvent de technologies importées et modélisées sur le virus tel qu'il a pu circuler sur d'autres continents et notamment en Asie. C'est donc la raison pour laquelle, pour ce qui concerne ma responsabilité de président du département, lorsque j'ai conventionné avec le CHRU, donc l'hôpital de Nancy, pour que nous organisions un dépistage systématique dans les EHPAD, les maisons de retraite du département, des résidents et des soignants, 10 000 personnes dépistées en quelques 15 jours. C'est sur la base de ce test virologique. Et j'espère que très rapidement, un test sérologique à la française ou à l'européenne sera validé par les autorités de santé françaises parce qu'il sera très utile pour accompagner le déconfinement. Bien, vous avez mentionné dans votre intervention la question des masques et le fait que la mairie de Nancy avait décidé de faire un autre choix sur la gestion des masques. Ça amène une question d'Oussine qui est un peu plus large. Quel est votre avis sur la façon dont la mairie actuelle a géré la crise sanitaire et un élargissement? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Quel regard vous portez sur la manière dont la ville de Nancy s'y est pris finalement? Moi, je crois qu'il faut rester tous très humbles devant une situation comme celle que nous vivons. À la fois humble et puis surtout très déterminé. Personne n'a de baguette magique. Personne n'était préparé à un choc mondial d'une telle ampleur. Donc, je crois que chacune et chacun, et les maires de France ont été particulièrement engagés, le sont encore d'ailleurs aujourd'hui, face au Covid-19, y compris le maire de Nancy, pour faire en sorte que des réponses d'accompagnement local puissent être trouvées dans toutes les communes de France. Les maires ont montré d'ailleurs cette fonction absolument, ont bien illustré cette fonction absolument essentielle à la démocratie. Le maire est une référence démocratique, une référence de proximité, un relais pour les services de l'État, pour l'autorité de santé. Et nous le voyons tous les jours. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les maires. Le président de département que je suis pourrait vous le dire aussi. Mais je mesure l'attention particulière que les Françaises et les Français, c'est aussi vrai pour les Nancéennes et les Nancéens, ont à ce que la ville leur dit, leur recommande, leur conseille. C'est une vraie question de légitimité de l'institution. Et moi, je suis très attaché à la légitimité de cette institution municipale. Je suis aussi attaché,
je tiens à le dire, au travail collectif, parce que dans une crise comme celle que nous traversons, il faut jouer groupé, il faut se serrer les coudes, il faut avancer ensemble, il faut porter des initiatives ensemble. Par exemple, je travaille très bien, le département de Meurthe-et-Moselle travaille très bien avec la région Grand Est. Depuis le début, sur la question des masques chirurgicaux, il y a eu des commandes du département de Meurthe-et-Moselle, de la région Grand Est, de masques chirurgicaux en Chine au début de la crise pour équiper notamment les soignants en EHPAD, les intervenants à domicile, les aides à domicile, les personnels sociaux, médico-sociaux, soignants, les infirmiers libéraux et j'en passe, en relais de l'Agence régionale de santé, en relais des commandes de l'État assumées par la préfecture de défense de la zone Grand Est. Eh bien, ce travail s'est fait en bonne intelligence. La région Grand Est a confié au département, et notamment à la Meurthe-et-Moselle, le soin de livrer en proximité les masques chirurgicaux. La région Grand Est a initié un fonds économique qui s'appelle le fonds Résistance, permettant aujourd'hui de consentir à des avances de trésorerie pour des petites entreprises et des associations qui ont des difficultés de trésorerie. C'est un fonds que la région alimente à hauteur de 2 euros par habitant, que le département de Meurthe-et-Moselle alimente à hauteur de 2 euros par habitant et que votre communauté de communes, y compris le Grand Nancy, alimente à hauteur de 2 euros par habitant. Et ce fonds, initiative de la région, s'est fait en articulation avec tous les territoires. Donc, demain, en responsabilité, comme je le suis aujourd'hui et comme je le fais avec les communes du département, je viens de donner cet exemple, je crois qu'il faut que nous nous attachions à dépasser les clivages, les querelles et à travailler ensemble. Vous parlez d'économie, de dynamisme économique, de relance de l'économie. Dans votre programme, avant le début de cette crise, il y avait déjà de nombreuses propositions pour sauvegarder le commerce et l'artisanat à Nancy, pour aider à l'installation des artisans et des commerçants. Et ça nous amène à des questions qui nous arrivent en ligne, une question de Sylvie en particulier. Quelles sont vos propositions pour aider les commerçants à se relever après cette crise qui les met en grande difficulté? Et puis une interrogation, une interpellation. Que pensez-vous de la décision du gouvernement de ne pas permettre la réouverture des restaurants? On sait que Nancy est très forte de ces restaurants. La culture des terrasses est importante également. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à imaginer aujourd'hui que celle qui est imposée par le gouvernement finalement? D'abord, nous sommes un département en zone rouge, je l'ai dit tout à l'heure, donc je suis particulièrement prudent et je comprends la décision qui a été prise de ne pas autoriser la réouverture immédiate des restaurants. J'espère, parce que je sais la situation dramatique dans laquelle beaucoup de restaurateurs, de chefs d'entreprise, de patrons de café se trouvent aujourd'hui, j'espère que nous pourrons au plus vite retrouver la possibilité d'aller déjeuner, dîner, boire un verre, dans le respect aujourd'hui de distanciation physique indispensable pour que la circulation du virus ne reprenne pas. J'ai vu aussi, et je pense à l'initiative de Tony et l'Italie en Villevieille, j'ai vu aussi l'élan de solidarité absolument extraordinaire que les restaurateurs, que beaucoup de restaurateurs nancéens ont mis en œuvre pour accompagner les soignants. Vous savez, ces restaurants qui ont été nombreux à se relayer pour préparer à manger pour les soignants, pour les personnels de police, les forces de l'ordre, pour toutes celles et tous ceux qui sont encore aujourd'hui au front, comme on dit, en première ligne face à la crise et face au Covid-19. Donc cet élan de solidarité-là, je veux le saluer parce qu'il est une vraie marque de fabrique de ce Nancy que nous aimons. Et moi, je veux que nous soyons au rendez-vous pendant et après la crise de celles et ceux, au rendez-vous de celles et ceux qui auront besoin de nous. Alors, beaucoup de dispositifs ont déjà été mis en œuvre. J'ai parlé à l'instant du fonds Résistance pour l'avance de trésorerie. L'État a également annoncé un certain nombre de dispositifs d'aide directe aux entreprises sous conditions. Je vous invite à consulter le site de la préfecture de Meurthe-et-Moselle pour vous référer à l'ensemble des mesures aujourd'hui proposées. Le Grand Nancy, la métropole du Grand Nancy, qui dispose de la compétence en matière de développement économique, a aussi annoncé un certain nombre d'aides. Vous pouvez vous référer au site de la métropole. Il faudra sans doute aller plus loin. Je pense notamment au-delà de l'avance de trésorerie et au-delà de l'exonération, on va dire, de loyers publics. Certains commerces ont, alors d'une part des loyers, d'autre part toute une série de taxes à régler localement à la ville et ou à la métropole, dont ils vont être exonérés dans les semaines qui viennent. Mais je pense aussi à celles et ceux qui ont des propriétaires privés, des bailleurs avec lesquels, je le sais, la négociation n'est pas toujours simple, pour ne pas dire parfois impossible. Et les cris de détresse de ces commerçants
de ces artisans, je les entends très régulièrement. Donc, je proposerai et je veillerai demain, si je suis élu maire de Nancy, à ce que cet accompagnement s'inscrive dans la durée, y compris sur le plan financier, au-delà des seules avances ou avances de trésorerie qui pourront être consenties. Certains auront besoin de plus, certains auront besoin tout simplement de disposer de moyens pour ne pas couler. La reprise doit être le synonyme d'un retour de l'activité, pas le synonyme de la fermeture ou de l'arrêt de l'activité. Et une ville comme Nancy, une ville qui vit, qui bouge, grâce notamment à ses restaurateurs. Nancy est une des villes de France par habitant qui dispose du plus grand nombre de restaurants, de cafés, de bars. C'est plus qu'un attachement, c'est une raison d'être même de la ville. Ça fait partie de notre identité collective auquel le maire que je serai sera particulièrement attentif, y compris sur le plan financier. À ce sujet, Jean-Jacques vous tend une perche et aimant ces cafés et ces restaurants, vous incite peut-être à accélérer la piétonisation d'un vaste centre-ville pour faire une terrasse géante de Nancy pour aider à la relance de nos commerces et de nos cafés pendant la belle saison. Écoutez, Jean-Jacques, nous verrons ce que nous pouvons faire. Je ne suis pas persuadé que nous pourrons transformer Nancy en terrasse géante. Et puis, du reste, vous pouvez avoir envie de vous promener en ville aussi pour faire autre chose que pour consommer, boire ou manger. Mais le fait que nous puissions être demain dans une ville plus piétonne, oui, ça, vous pouvez compter sur moi pour y contribuer. Bien, sans transition, des sujets sur l'école et sur l'éducation. Certaines écoles vont réouvrir lundi. La première question qui vous est posée par Marie, êtes-vous pour la réouverture des écoles lundi? Et pour aller plus loin, si les collèges devaient rouvrir, étiez-vous d'accord pour les rouvrir? Si oui, quelles mesures avez-vous envisagées pour les mettre en place? Alors, il y a deux questions et qui appellent deux niveaux de réponse différents. D'abord, je vais faire un petit point de droit, un petit point technique pour que tout le monde comprenne la distinction. Le statut des écoles élémentaires, maternelles, au regard de leur autorité de tutelle de collectivité, c'est-à-dire la ville, n'est pas le même que le statut des collèges avec le département. En effet, les écoles sont, j'allais dire, sous la responsabilité directe. Ce sont des bâtiments municipaux qui sont sous la responsabilité directe des communes ou des intercommunalités selon la nature. Mais enfin, à Nancy, c'est de la commune sur lesquelles ils se trouvent, sur le territoire de laquelle ils se trouvent. Les collèges sont des EPLE, établissements publics locaux d'enseignement, comme les lycées. Ce sont des établissements autonomes qui ont certes un rattachement au conseil départemental pour les moyens en fonctionnement et en personnel, notamment d'entretien ou de restauration. Mais à la différence des écoles primaires, ce sont des établissements autonomes et le chef d'établissement a une double tutelle, la tutelle de l'éducation nationale bien sûr et la tutelle du département ou de la région s'il s'agit d'un lycée. Donc, je ne pourrai pas, et aucun président de département ne peut, décréter l'ouverture ou la fermeture de collèges sous sa propre responsabilité. Ce qui n'est pas le cas des maires, qui peuvent, eux, en raison de leur responsabilité sur les bâtiments, notamment les bâtiments communaux qui abritent des écoles, éventuellement décider de ne pas rouvrir. Alors, vous avez vu que certains maires faisaient ce choix. Moi, je pense que c'est un débat qui est mal posé, en réalité. La priorité des priorités, c'est de faire en sorte que, comme pendant le confinement d'ailleurs, puisque je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, à Nancy, 3 écoles sont ouvertes pour accueillir les enfants des personnels prioritaires, les personnels soignants, mais aussi les personnels qui travaillent, qui ont eu besoin de travailler pendant le confinement. Et qu'en Meurthe-et-Moselle, 12 collèges sont restés ouverts pour les mêmes raisons. Eh bien, ma logique, elle est assez simple. Il faut évidemment que les personnels du confinement comme ceux du déconfinement, car vous serez nombreux à devoir retourner travailler à partir de la semaine prochaine, puissent voir leurs enfants accueillis. Ne nous racontons pas d'histoire. Dans ces cas-là, nous demandons à l'école, et ça n'est pas son rôle, de prendre en charge les enfants pour que les parents aillent travailler. Donc, il faudrait aussi parler avec des mots justes de la situation. Et puis, il y a d'un autre côté les enfants qui sont en difficulté et qui sont notamment en difficulté depuis le début du confinement,
dont le lien avec l'école s'est parfois distendu, pour ne pas dire rompu, des enfants qui n'ont pas les possibilités matérielles, physiques, sociales de travailler, de se connecter, d'être au calme chez eux pour travailler et pour lesquels il faut une attention particulière. Moi, si demain j'avais eu à prendre une responsabilité à l'échelle des collèges, eh bien, voilà ce que j'aurais fait. Et d'ailleurs, j'ai proposé, toujours pour parler des collèges, au recteur de l'académie, de faire en sorte que nous ayons des établissements, même pendant la poursuite du confinement des collèges, qui soient ouverts pour accueillir à la fois, comme c'est le cas aujourd'hui, les enfants des personnels prioritaires, qui seront plus nombreux demain, mais aussi des enfants en difficulté. Je pense que nous avons un devoir de ne pas laisser ces enfants décrocher. Et pour les collégiens toujours, cela peut être encore plus dur demain parce que finalement, le confinement s'arrête à partir de lundi. Mais l'école ne rouvre pas. Vrai paradoxe. Ce qui veut dire que ces adolescents vont peut-être être encore plus livrés à eux-mêmes, vont pouvoir sortir, faire mille et une choses, sauf retourner à l'école. Je crois que cette question-là est une question majeure parce qu'il ne s'agit pas simplement pour certains élèves de quelques semaines de scolarité qui seraient dégradés, voire perdus. Il s'agit parfois de points de bascule dans finalement des situations qui seront plus difficiles à récupérer. Et ce point de bascule-là, il faut l'éviter. Moi, j'ai noté, là je parle en tant que parent d'élèves, de 2 enfants qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Nancy. J'ai noté, dans le contact que leurs écoles respectives ont pris avec mon mari et moi-même pour savoir si nous comptions les rescolariser, que cet ordre-là était proposé priorité aux enfants de personnel soignant. Alors, il se trouve que mon mari est médecin généraliste, donc nos enfants ont fréquenté ces écoles restées ouvertes pendant les semaines du confinement. Priorité aux enfants en risque de décrochage social. Je crois que c'est ça la priorité. Vous avez bien parlé de la séparation. Peut-être qu'on peut, sur ce sujet-là, aussi passer la parole à d'autres élus. Je pense notamment à Véronique Biot, tu l'as présentée tout à l'heure, Véronique qui est conseillère départementale, mais qui est directrice d'école au Haut-du-Lièvre à Nancy, et qui se penche sur le sujet depuis plusieurs jours. Et puis on pourra peut-être aussi demander son avis à Bertrand Masson, qui est également intervenu sur ce sujet-là au conseil municipal il y a quelques jours. Véronique, la parole est à vous. Oui, merci. Mathieu l'a expliqué, je pense, assez longuement. Ce souci de raccrocher les élèves, il concernait les enfants de tous âges. Et je pense que nous sommes nombreux aussi à nous interroger sur cette décision qui a été de faire reprendre les enfants les plus jeunes, hein, ceux qui sont le plus en difficulté pour respecter l'usage des gestes barrières et la distanciation sociale, parce que ce qu'on va demander aux enfants quand même demain, c'est de faire quelque chose qui ne leur est pas naturel, c'est de ne pas s'approcher des autres, c'est de ne pas jouer avec les autres. Ceci étant dit, bien sûr que chacun a joué son rôle dans cette période de déconfinement et accueillir les élèves en fait partie. Ça n'a pas été simple. On a su depuis longtemps que les écoles allaient réouvrir. La date n'était pas clairement établie. Et puis, tout s'est précipité avec des contraintes extrêmement fortes. Donc, les écoles qui vont réouvrir avec un fonctionnement contraint par un protocole sanitaire extrêmement strict qui va permettre que les enfants ne soient pas contaminés en retournant à l'école. Concrètement, cette reprise va être progressive et elle va être partielle. Mathieu Klein en a parlé, hein, il y a des maires qui se sont clairement prononcés pour dire qu'ils n'étaient pas en mesure de rouvrir, en tout cas pas tout de suite, pas quand c'était prévu la semaine prochaine, donc à partir du 12 mai. Parce qu'il fallait encore du matériel, il fallait encore des aménagements. Et puis, là où les écoles vont ouvrir, elles vont ouvrir partiellement. Donc, à Nancy, les écoles vont réouvrir selon que les équipes sont plus ou moins prêtes, que les locaux sont plus ou moins aménagés. Là, les locaux ont été nettoyés pendant cette semaine. Il faut aussi réaménager les salles de classe, changer le mobilier. Et puis aussi que les équipes pédagogiques prévoient quels enfants elles vont faire rentrer à l'école et quels jours.
Donc, certaines écoles vont commencer à accueillir des enfants mardi, 12, et les autres vont commencer jeudi. Concrètement, il y aura en même temps dans l'école au maximum la moitié des élèves d'une école pour permettre que les enfants puissent partager les espaces sans s'approcher, ne pas se croiser dans les couloirs par exemple, avoir un mètre autour de distanciation d'une table à l'autre. Et pour permettre cette gestion par petits groupes, 15 élèves maximum en école élémentaire, 10 élèves maximum en école maternelle, et c'est déjà beaucoup. Les formules proposées par les équipes pédagogiques et tenant compte des spécificités de chaque école, de sa taille, de l'âge des enfants, vont être de faire venir à l'école des enfants pas tous les jours ou pas toute la journée. Donc, il y aura des enfants qui reprendront sur un jour sur 2 ou 2 jours par semaine ou une semaine sur 2 ou à mi-temps le matin ou l'après-midi. Le choix qui a été fait par les services d'éducation nationale, les équipes enseignantes et la mairie a été d'accueillir, Mathieu vous en a parlé, les enfants qui étaient en risque dont on avait constaté qu'ils étaient en risque de rupture scolaire, les enfants de personnel soignant, les enfants dont les parents ou le parent unique, en particulier en cas de famille monoparentale, était obligé absolument de reprendre du travail sans possibilité de télétravail. Voilà, tous ces enfants seront accueillis avec aussi une réflexion pédagogique sur éventuellement des niveaux d'élèves. Il y a des écoles qui ont choisi aussi de prioriser, par exemple, les élèves de grande section ou des classes charnières qui allaient intégrer l'école élémentaire l'année prochaine. Bon, cet aménagement, de toute façon, il doit être progressif et il doit être mesuré et il doit être un temps d'observation. On sait que ça pourra arriver à nouveau, on n'est pas sûr de la rentrée du mois de septembre. Il faut que les écoles soient prêtes à fonctionner. C'est le travail des mairies, c'est le travail des équipes enseignantes, c'est aussi le travail des familles de participer aussi à la reprise de cet accueil, en continuant l'éducation aux gestes barrières à la maison avec les enfants et puis aussi en étant attentif aux symptômes parce qu'il est hors de question qu'un enfant puisse fréquenter l'école s'il a de la fièvre, par exemple. Bref, cette reprise va se faire progressivement, vous l'avez compris. Elle doit quand même nous amener à réfléchir sur l'avenir aussi, hein. On avait beaucoup parlé dans la première partie de la campagne de ce que devait être l'aménagement des écoles pour répondre, par exemple, au changement climatique. On voit qu'il va falloir aussi répondre aux crises sanitaires. Comment on aménage les cours, comment on aménage les salles, quel genre de mobilier aussi on va acheter pour pouvoir le séparer quand on doit séparer les enfants. On l'a vu et on l'a constaté durant tout le temps de confinement aussi. Nous aurons à lutter contre les inégalités d'accès au numérique. Alors, on peut parler des outils, bien sûr, et prêter du matériel, mais pas seulement. On s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait de nombreux enfants qui n'avaient pas d'accès Internet, qui n'avaient pas de connexion. Comment est-ce qu'on peut considérer qu'une connexion Internet, par exemple, fait partie des droits fondamentaux d'un enfant? Et puis, est nécessaire vraiment une éducation aux usages de l'Internet pour les élèves et aussi pour les familles. On sait aussi qu'il faudra apprendre à lutter contre les effets collatéraux du confinement. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Les familles les plus pauvres se sont retrouvées sans doute avec les plus grandes difficultés petit à petit à nourrir leurs enfants. On y a répondu, par exemple, au niveau du département en fournissant aux élèves de collège dont les familles avaient les plus bas revenus et à leur fratrie des repas pour qu'aucun enfant ne se retrouve en situation d'être mal nourri ou insuffisamment nourri pendant ces périodes de crise. Il faut qu'on ait cela en tête si cela devait se reproduire. Et puis je pense aussi, on l'a vu, les écoles ne peuvent pas seules assurer le déconfinement pour les élèves. Il faut pouvoir accueillir les enfants à l'école, certes, mais aussi dans d'autres lieux pour que tous les enfants
soient en situation d'être pris en charge quand les enfants vont reprendre le travail. C'était aussi l'objet des propositions ministérielles, hein, avec notamment des propositions d'activités sportives et culturelles. Elles ne sont pas encore à l'ordre du jour, mais je pense que c'est une réflexion qui doit être menée et qu'il faut absolument construire un projet éducatif global, territorial, avec les structures culturelles de la ville, avec les structures éducatives, l'éducation nationale, mais aussi avec les associations, avec les clubs, et avoir en réserve un schéma des lieux où on peut accueillir les enfants, des personnes qui peuvent le faire et des activités culturelles ou sportives qu'on peut leur proposer, et aussi du soutien. On avait parlé lors du début de la campagne d'un service gratuit d'aide aux devoirs. Je pense qu'il trouverait tout à fait sa place dans ce genre de circonstances. Et c'est aussi comme ça qu'on luttera au mieux contre les inégalités sociales qui ont le plus durement frappé les élèves les plus fragiles de la ville. Bien, merci Véronique. Les questions d'éducation ont beaucoup de considérations pratiques, des enjeux de plus long terme, évidemment. Je suis certain que nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces sujets à l'occasion de nos points de rendez-vous réguliers. Ce Facebook Live aura lieu toutes les semaines. J'y reviendrai tout à la fin. Sans transition, je reviens à vous, Mathieu Klein. La question des mobilités. Pas mal de questions sur ce sujet. On sait que c'était déjà des questions assez importantes, assez prégnantes dans la campagne municipale avant le 15 mars. Une question de Mima. Ayant vu ce qui se fait dans les autres villes, comme pistes cyclables temporaires notamment, et sachant que vous, Mathieu Klein, prônez le vélo en ville, quel serait pour vous un parcours cyclable possible dans une ville comme Nancy, sachant que selon la municipalité en place, c'est très compliqué à réaliser compte tenu de la configuration particulière de la ville. Est-ce que vous proposeriez des aménagements cyclables, temporaires ou permanents d'ailleurs, sur les grands axes de la ville? Et puis, nous avons AMD, alors je ne sais pas si c'est le prénom exact. Bonjour, le monde d'après serait évidemment mieux prendre en compte les défis de la transition écologique. Le sujet des mobilités est un enjeu majeur de la métropole de Nancy. Concernant les transports en commun, votre position est un peu floue. Concernant le renouvellement de la ligne 1, très flou, ferez-vous le tram sur fer et si oui, dans quel délai? J'en termine, une dernière question. Bonsoir, Monsieur Klein, c'est une question de Julien. Une petite question, que pensez-vous faire pour les places de livraison à Nancy? Étant livreur, c'est le bordel avec les places. Merci de votre réponse et vive Monsieur Klein, maire de Nancy. Alors, je vais partager ma réponse avec Shaines Kirouni d'une part, Charlotte Marel d'autre part, donc je vais aller assez vite et puis je les laisserai évidemment rentrer plus dans le détail. D'abord, moi j'observe ce qui se fait ailleurs, hein. Je pense que je suis comme tout le monde, je regarde ce que les autres villes préparent pour l'après-confinement, notamment en matière de pistes cyclables temporaires, parfois avec beaucoup d'audace. Et je relève aussi que ce qui était impossible hier, inimaginable hier, compliqué hier, parfois impensable hier, devient soudainement possible, imaginable et faisable. Donc, il ne me semble pas que notre ville échappe à cette réalité. Nous avons parlé, d'ailleurs, dès le début de la campagne, d'axes continus, de pistes cyclables continues, d'axes est-ouest, nord-sud, raccordés d'ailleurs à des parkings relais pour faciliter d'une part la transition entre l'arrivée dans la métropole en voiture et le lien vers le centre-ville avec d'autres moyens de transport, notamment le vélo. Je pense que cette proposition-là reste pleinement d'actualité. Il faut faire en sorte de pouvoir avoir, alors on appelle ça de façon très impropre, des autoroutes cyclables, parce que c'est quand même loin de l'idée de l'autoroute, mais en tout cas de grandes pistes traversantes, sécurisées d'un bout à l'autre, bidirectionnelles, chaque fois que c'est possible. Je mesure que dans une ville comme Nancy, une ville en cuvette, avec des rues souvent plus étroites que dans d'autres grandes métropoles très cyclables. On pense souvent à Strasbourg lorsqu'on parle de vélo. Il n'y a pas autant de grandes avenues permettant de mettre tous les modes de transport en même temps sur la chaussée. Je pense que ça n'est toutefois pas un prétexte aujourd'hui pour ne pas aller plus vite. Et oui, cela impliquera sans doute de revoir le nombre de places de stationnement aériennes sur la chaussée.
dès lors que l'on voudra favoriser l'accès des cyclistes ou le passage des cyclistes dans la ville. En tout cas, je pense que nous pouvons mieux faire. Sur la question du tram ferré, je l'ai dit depuis le début, je pense qu'il faut que nous puissions aller en direct à Brabois. Jusqu'à preuve du contraire, seul le tram ferré permet d'absorber aux heures de pointe le nombre de voyageurs qui fréquentent la ligne 1. Donc, c'est un projet qui doit pouvoir se réaliser dans les meilleurs délais, mais qui aujourd'hui doit être repensé. Et alors, il devait être repensé hier parce que je considérais hier qu'il n'était pas financé. Croyez bien qu'après cette crise, la baisse significative des ressources qu'elle va engendrer, notamment de recettes fiscales et l'augmentation des dépenses, notamment les dépenses sociales, même si la métropole, de ce point de vue-là, a peu de responsabilités, eh bien, cela va nécessiter de revoir un certain nombre de plans de charge pour les investissements. Ce qui était vrai hier le sera encore plus demain. Je laisse peut-être Shainès et Charlotte dire un mot, peut-être y compris des places pour les livreurs. Merci Mathieu. Tu l'as rappelé, la question des mobilités, c'était vraiment le sujet central de cette campagne et on a fait des dizaines et des dizaines de réunions. Il n'y a pas eu une seule réunion où on n'a pas eu une question sur le réseau STAN, sur le tram, sur les pistes cyclables, sur la piétonisation. Donc effectivement, c'est un enjeu crucial, d'autant que concernant la métropole, on a un retard important et qui perdure puisque ça fait en gros une vingtaine d'années que nous ne réussissons pas dans cette métropole à avoir un réseau de déplacement efficace. Le réseau STAN, bien évidemment, c'est un réseau dégradé aujourd'hui. Le tram, on a bien évidemment la question à la fois du coût, puisque je rappelle que c'est un projet à 1,5 milliard d'euros pour lequel on n'avait ni le financement ni le calendrier. Et effectivement, cette crise du Covid va remettre en plein dans le débat des mobilités la question du financement du tram et également du calendrier. Et puis, évidemment, la question des pistes cyclables, puisque de nombreux Nancéens sont prêts à prendre leur vélo et attendent, bien évidemment, pour le prendre, des pistes sécurisées. Et à la métropole, aujourd'hui, et à Nancy, on a considéré que, ça n'a jamais été la priorité. Et puis, on s'est toujours caché derrière le Nancy, c'est pas possible, c'est une cuvette, on n'a pas de grand boulevard, on n'y arrivera pas. Bref, moi, je pense que c'est plutôt, non seulement c'est pas une réelle préoccupation, mais surtout, cela manque d'une vision globale. Je pense que ce que l'on a porté durant cette campagne, et je reviendrai sur le vélo plus précisément, on a porté une vision globale des mobilités et non pas une approche en silo. Et surtout, je crois que cette approche, elle nécessite de revoir le plan de déplacement urbain, puisque, vous le savez, il date de 2006. Cela fait presque plus de 10 ans que ce plan de déplacement n'a pas été revu, donc il va falloir le remettre à plat. Alors, bien évidemment, nous allons devoir profiter, entre guillemets, de cette crise pour pouvoir reposer la question du vélo. Et un certain nombre d'associations ont interpellé la métropole et les élus métropolitains, je pense à Eden, à Dynamo, pour que nous profitions de cette sortie du confinement pour préparer une organisation et un plan de déplacement autour de pistes cyclables temporaires. Parce qu'on le sait, l'appréhension des citoyens qui ne reprendront pas tout de suite les transports en commun. Il y a un certain nombre de risques, ou en tout cas, nous n'avons pas aujourd'hui toutes les conditions pour pouvoir être protégés. On a évoqué la question des masques notamment. Donc, peut-être qu'ils vont repartir vers la voiture, pas forcément en priorité vers les transports en commun, mais un certain nombre sont intéressés pour reprendre le vélo. Donc, Eden, Dynamo ont fait des propositions et on sait, et là, ce qui est dommage, et on l'a porté avec Bertrand Masson ce jeudi en conseil, un certain nombre de villes ont proposé un plan
de déplacement vélo. Je pense à Metz, je pense à Reims, je pense à Dijon, Bordeaux, Rennes, Lille, qui se sont organisés pour que dès le 11 mai, on ait des pistes provisoires. Et à Nancy, malheureusement, alors que l'interpellation des associations, elle date d'il y a un peu plus de 3 semaines, on n'est pas prêt. Donc, je pense que aujourd'hui, et si nous avions été en responsabilité, c'était d'accompagner, d'anticiper ce projet de piste cyclable provisoire et puis surtout de ne pas considérer que ce n'est pas possible, mais c'était surtout de prendre la réflexion à l'envers, c'était de dire il faut qu'on puisse le faire, comment on va le faire et comment on va le faire avec les associations. Voilà, là c'est encore une fois, je suis vraiment désolée, mais c'est encore une occasion ratée, comme à chaque fois. Voilà. Et cette approche, elle aurait dû intégrer, bien évidemment, la question des mobilités autour de la piétonisation. Et peut-être que Charlotte peut justement intégrer cette question des piétonisations en complément des déplacements et des mobilités douces. Merci, Shainès. En fait, oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Shainès, évidemment, il y a un constat. Le premier constat qu'on peut faire par rapport à toutes les villes, finalement, c'est qu'aucune ville, absolument aucune ville, n'a été faite par rapport à la voiture, n'a été construite pour la voiture. C'est-à-dire qu'on nous a imposé ce mode de déplacement. Et finalement, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à l'heure où on est obligé de répondre à une distanciation sociale, on se retrouve avec des trottoirs trop petits. En fait, idéalement, par rapport à ces préoccupations sanitaires, pour pouvoir faire intervenir, pouvoir faire se déplacer un maximum de personnes, le vélo et la marche sont vraiment les modes privilégiés. Et donc, par rapport à ce constat, finalement, il y a un courant dont on entend de plus en plus parler justement avec les pistes cyclables provisoires actuelles, qui s'appelle l'urbanisme tactique, qui est né aux États-Unis il y a des dizaines d'années maintenant, et qui est très pratiqué dans le sens où ce sont les citoyens qui se réapproprient l'espace public en démontrant avec un mobilier low cost et modulable, donc on le pose facilement, on l'enlève facilement sur du très court terme, que finalement il y a des idées à faire passer, il y a une manière de se réapproprier les choses et également toujours avec cette optique d'un respect plus profond de l'environnement. Et donc cet urbanisme tactique peut servir par exemple, encore une fois, pour élargir des trottoirs. Donc, comment? Eh bien, finalement, en prenant des places de stationnement, tout simplement. Entre parenthèses, il faut savoir que les parkings à Nancy sont utilisés à peu près à hauteur de 60%. Donc, on peut aisément peut-être imaginer, pourquoi pas, enlever des places de parking en élargissant les trottoirs. Parce que je pense également qu'un des enjeux qui va venir, puisqu'il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle façon finalement de repenser l'espace public, eh bien en fait repenser l'espace public donc en élargissant finalement les trottoirs, en prenant des places de parking, c'est également inciter les citoyens à se sentir quelque part en sécurité et puis leur redonner envie de se réapproprier le centre-ville et de retourner tout simplement consommer dans les commerces. Je pense également qu'il faut souligner que le confinement a peut-être permis à un nombre de personnes conséquents de redécouvrir sa ville et une chose importante également, à relancer finalement plus le commerce de proximité. Et ça, il est important de toute façon de garder cette démarche qui est très très importante parce que les petits commerçants ont également énormément souffert. Et voilà, on voit actuellement que finalement, la salle d'attente des commerces, c'est le trottoir. Il va falloir repenser à redéfinir cet espace public avec une manière peut-être un peu plus simple au départ, mais pouvoir effectivement que l'on puisse avoir ces fameux gestes barrières, cette distanciation sociale, encore une fois, de manière plus efficace au niveau de l'espace public. Pour refaire le lien avec une question qui n'a pas été oubliée sur la question des livreurs, question de Julien. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour le livreur demain? Julien nous dit c'est le bazar. Oui, Julien a raison, c'est souvent le bazar. Enfin, c'est pas comme ça qu'il l'écrit d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on le traduit.
la problématique aujourd'hui, c'est que les places de livraison, finalement, ce sont des places de stationnement temporaire pour les clients des commerces. Et donc, la cohabitation entre les différents modes, entre la livraison et le stationnement temporaire pour aller faire des achats de proximité est parfois compliqué quand ce ne sont pas carrément parfois des places de stationnement permanent sauvage. Donc, il y a besoin d'un peu plus de règles et de règles simples. Une place de livraison est utilisée et réservée aux livraisons aux heures de livraison, donc en début de matinée. Elle peut le reste de la journée être utilisée comme une place de stationnement dynamique, 20 minutes, une demi-heure, avec un horodateur automatique. On en trouve déjà quelques-unes. Il y en avait au Faubourg des Trois-Maisons avant les travaux. Il y en a sur la rue Saint-Dizier, vous permettant de vous stationner 15, 20 minutes, 30 minutes, le temps de faire vos achats et de repartir. Et si vous restez plus longtemps, eh bien, vous êtes automatiquement verbalisé par le rodateur automatique. Donc, il y a, je crois, matière sans investissements trop onéreux, même si ces horodateurs ont un prix, évidemment, mais sans bouleversement aujourd'hui de la fonction de stationnement-livraison, matière à les utiliser de façon plus dynamique. Bien, j'ai conscience que l'heure tourne. 3 thématiques encore pour ce soir, solidarité, culture et démocratie locale. Je commencerai par solidarité, une question de Georges. La crise que nous vivons actuellement a ravivé à Nancy un véritable élan de solidarité dans les quartiers, dans les immeubles. Comment pensez-vous maintenir cet élan en tant que maire demain ? Il y a un très bel exemple à ce sujet, hein, Georges, c'est celui sur le quartier d'Aussonville, historiquement la Chiennerie, autour du centre social Jolibois. Mais il y a ici avec nous un des meilleurs spécialistes du sujet, donc je vais lui laisser la parole, Frédéric Maguin. Frédéric. Oui, merci Mathieu. Oui, moi je voulais donc insister donc sur ces initiatives donc citoyennes. Alors je vais prendre quelques exemples. Rappelle-toi Mathieu, il y a un mois, tu m'as demandé donc de retourner un petit peu sur le terrain et c'est normal et c'est logique d'aller voir un petit peu concrètement avec une autorisation et puis les gestes barrières et le masque que j'avais donc depuis déjà un mois. Aller voir donc sur le terrain pour aller voir donc les commerçants, aller voir les institutions, aller voir le secours catholique, le secours populaire, non pas le catholique, populaire dans mon quartier, mais aussi voir effectivement ce qu'il y a besoin. Et je me suis rendu compte d'une vitalité de la société civile, telle que je l'appellerais, incroyable. Et parmi ce que j'ai vu de mes yeux sur le terrain, il y a eu effectivement cette initiative qu'on appelle donc maintenant les couturières du cœur. C'est effectivement à Aussonville que le centre social Jolibois, je sais que ensuite d'autres centres sociaux à Borgard et Haut-du-Lièvre ont fait de même, se sont mobilisés pour faire travailler donc des couturières bénévoles pour réaliser donc des masques pour les plus vulnérables. Ils se sont donc organisés à l'échelle donc vraiment de petits territoires. En l'occurrence, c'était Aussonville pour commencer. Mais il y a eu également une opération que j'appellerais les voisins solidaires, c'est-à-dire que chacun, dans son immeuble, a fait une attention particulière à son voisin du haut, son voisin du bas. Est-ce que vous voulez que je vous prenne une baguette? Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher telle ou telle chose? Il y a eu aussi l'initiative donc des coursiers solidaires à vélo qui s'est mis en action. Il y a donc les associations caritatives qui ont redoublé donc d'énergie. On parlait du secours populaire, de la banque alimentaire, du secours catholique, dans tous les quartiers de la ville. Il y a eu aussi, lors des applaudissements à 20h, des initiatives dans de nombreuses rues, des initiatives pour se parler, pour s'échanger des services. Alors là, je signale des rues très dynamiques, comme la rue Erckmann-Chatrian à Mont-Désert, comme la rue du Docteur Bernheim, dont on m'a parlé. On a également des initiatives des commerçants. Et il faut dire quand même merci à ceux, les commerçants et à celles qui nous ont nourris, les bouchers, les boulangers, les primeurs, mais aussi les producteurs locaux.
en l'occurrence les maraîchers, comme celui des Trois Maisons, Catherine et Francis Haraud, ce sont des exemples comme ça, une myriade d'initiatives citoyennes qui font qu'on a vu en puissance 10 que ce qu'on imaginait existe vraiment. Et franchement, il ne faut pas laisser retomber donc, ces initiatives-là, la proximité, la solidarité. Eh bien, je pense que c'était le maître mot des habitants de la ville de Nancy. Peut-être, Renaud, si tu permets, une des traductions en complément de ce que vient de dire Frédéric de cette solidarité de proximité demain, c'est aussi une façon de faire vivre les quartiers et de faire vivre la démocratie dans les quartiers plus en proximité. Je propose peut-être à Bora de nous dire un mot sur nos réflexions sur le sujet. Oui, rapidement, parce qu'il est déjà tard, mais c'est vrai que c'est un peu le sens de notre initiative ce soir. On vit une situation un petit peu contradictoire où d'un côté, le débat démocratique, comme toutes les autres activités de notre vie sociale, fonctionne au ralenti, mais où en même temps, les citoyens veulent prendre la parole. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Un moment où les citoyens sont plus attentifs que jamais à la parole publique et où tout le monde prend également conscience de l'importance que revêt dans nos vies la prise de décision publique, la prise de décision des instances politiques. Donc, bien évidemment, cette crise, elle est l'occasion pour nous de réaffirmer la nécessité de faire vivre demain une démocratie locale qui implique de plus en plus de citoyens, à la fois dans l'élaboration des politiques publiques, mais également dans la prise de décision et aussi dans la conduite au quotidien, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Parce que face à l'incertitude et à l'anxiété que suscite une telle crise sanitaire, nous avons la responsabilité demain d'étendre la sphère de la démocratie. Alors, nous avons déjà porté un certain nombre de choses dans la campagne avant la crise, qu'il nous faudra encore amplifier, approfondir à plus forte raison après la crise. L'enjeu, c'est tout simplement de rapprocher les élus et les citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, dans la prise de décision et dans leur conduite. Alors, pour ça, nous proposons un certain nombre de choses, formulons des propositions assez fortes, comme par exemple la mise en place, pour faire entrer Nancy dans la modernité démocratique, la mise en place d'un budget participatif qui touche au minimum 10% du budget d'investissement de la ville, donc de façon à ce que les citoyens puissent être à l'initiative en matière de grands projets d'investissement, mais non seulement à l'initiative, mais aussi à la décision au final. Voilà pour ne donner qu'un seul exemple de ce que nous avons mis en avant, mais nous proposons aussi une méthode. Nous avons évoqué durant la campagne la nécessité d'élaborer une constitution municipale qui fixe les grands principes que nous voulons mettre en œuvre en matière de démocratie locale, et puis qui élabore un petit peu l'architecture de cette démocratie locale. Mathieu, tu viens d'évoquer les conseils citoyens, notamment. Le constat que l'on fait à Nancy, c'est que ces conseils citoyens recouvrent des périmètres qui sont bien trop vastes, qui ne sont pas des périmètres de proximité, pas suffisamment en tout cas, que ces conseils citoyens n'ont pas suffisamment les moyens de leur action en termes de budget. Donc, ce que nous envisageons demain avec la nouvelle équipe municipale, c'est de prendre le temps du début du mandat, sur une période par exemple de 6 mois, pour élaborer avec les citoyens et au final tenir ce qui pourrait s'appeler une grande convention citoyenne pour la démocratie locale, participative, coopérative, collaborative. On l'appelle comme on veut, l'essentiel est de répondre à cet objectif véritablement de rapprocher les citoyens et les élus dans la conduite des politiques publiques. Donc une grande convention qui sera l'occasion à la fois de redécouper la ville en quartiers et en conseils citoyens,
de rédiger cette constitution municipale pour organiser la démocratie participative locale. Donner dans ce cadre-là toute leur place à des acteurs qui sont des acteurs associatifs, déjà très engagés dans la vie de la cité, mais avec un objectif qui est celui d'impliquer toujours plus de citoyens à ce processus, et notamment les aînés avec la création d'un conseil des aînés, les jeunes aussi avec l'autonomisation du conseil nancéen de la jeunesse. Voilà, mais il y a peut-être qu'on prendra le temps de consacrer une de nos séances à cette question-là pour l'approfondir. Mais il y a un grand chantier à mettre en œuvre pour véritablement faire entrer Nancy dans la modernité démocratique. Et c'est encore plus vrai après cette crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Merci Bora. Vous avez mentionné la question des aînés, si importante à Nancy, et ça permet une transition, une question peut-être pour Muriel Colombo. Comment faire vivre, comment continuer à faire vivre la question des solidarités avec les personnes âgées dans les quartiers nancéens, dans les EHPAD, sur la période qui vient. Muriel, si vous voulez dire un mot. Oui, merci. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grande campagne d'appui auprès des établissements pour personnes âgées. Cette campagne, elle a été diligentée en lien avec la préfecture, le conseil départemental et l'agence régionale de santé. Et le CHRU a été sollicité pour, d'une part, effectuer ces dépistages dans les EHPAD, mais également, et ça je pense que c'est également très important, c'est de pouvoir mettre en place des équipes mobiles de soutien en hygiène et en sécurité avec des hygiénistes, des professionnels du conseil départemental et également du SDIS. Donc l'objectif, c'était effectivement de pouvoir accompagner ces structures, et on l'a dit, on a beaucoup parlé des hôpitaux au début de l'épidémie. Les structures de personnes âgées ont été, pas tout de suite en première ligne. Par contre, bien évidemment, puisqu'elles accueillent des personnes vulnérables, donc ce qui était important, c'était de pouvoir accompagner les professionnels. Et là, je tiens vraiment à saluer l'ensemble de ce travail auprès de nos aînés. Et ce sont vraiment des métiers pour lesquels il va falloir avoir une attention toute particulière, puisque demain, c'est bien sur ces sujets-là qu'il faudra travailler. D'une part, c'est comment on envisage et on accompagne le vieillissement, comment on porte un autre regard également sur nos aînés. Donc ça, je pense que c'est très important qu'on puisse y travailler. C'est se dire également, comme ça a été évoqué par Véronique sur les écoles, aujourd'hui, une structure d'EHPAD qui va être peut-être encore confrontée à des problématiques d'épidémie, c'est comment on construit et quels sont les aménagements qui sont nécessaires pour pouvoir effectivement protéger nos aînés. Et puis, on l'a dit aussi tout à l'heure, ça a été largement évoqué, c'est quelle relation, quel lien social on maintient également avec nos aînés. On sait très bien que là aussi, une personne âgée, si elle est coupée de ses proches, elle peut au contraire se dégrader. Donc là aussi, on a vu que dans ces structures, les professionnels ont pu mettre en place des dispositifs pour que les personnes âgées puissent avoir encore des contacts avec leur famille, bien évidemment en maintenant les fameuses mesures barrières qui doivent être mises en place partout et pour tout le monde. Donc voilà, donc je pense que ce qui est important pour demain, c'est comment nous allons faire évoluer effectivement le regard que nous portons sur nos aînés et comment nous allons mettre en place comment nous allons les accompagner au mieux pour qu'ils puissent rester dans une vie sociale. Et ça, je pense que c'est important. Mathieu, un mot complémentaire, je vous vois. Oui, peut-être. Il faut mettre le son. Pardon. Oui, je disais un mot pour répondre à la question de Marc qui demandait comment s'était passé le dépistage dans les EHPAD. Ça, Muriel y a répondu. Et pourquoi des EHPAD en Moselle n'ont pas eu ça? C'est en fait cette initiative en Meurthe-et-Moselle. Elle a été prise, Muriel l'a rappelé, conjointement par le CHRU,
le département de Meurthe-et-Moselle et avec l'appui technique de l'Agence régionale de santé, du préfet et des pompiers du SDIS 54. C'est une campagne ambitieuse parce que 10 000 personnes ont été dépistées. La totalité des soignants et des résidents des EHPAD du département ont été dépistés. Et chaque département s'est organisé comme il l'entend sur ce sujet. Voilà pour répondre à Marc, simplement. Bien, alors sans transition, la dernière thématique pour ce soir, la culture. La culture est un bien national, si j'ose dire. On a pu entendre l'intervention du président de la République sur le sujet. Alors peut-être une question à Hossein Chabira et à Bertrand Masson. Qu'en penser? Que penser des mesures gouvernementales sur la question? Nancy est aujourd'hui active par sa culture. Ça, c'est la question de Marie-Ange. Comment tous les acteurs culturels vont-ils se redresser après cette crise et qu'est-ce qu'on doit faire à Nancy? Oui, peut-être. Alors, je commence, Bertrand. Le président, effectivement, a annoncé quelques mesures, notamment pour les intermittents du spectacle, ce que les intermittents ont appelé l'année blanche, c'est-à-dire de pouvoir maintenir des indemnités de Pôle emploi jusqu'en 2021. Ça a été dit par le président. En revanche, on n'a toujours pas vu les partenaires sociaux se réunir et mettre ça en place, parce qu'avant de se réjouir, il faut que cette décision puisse être suivie de faits. Et voilà, donc je sais que le monde artistique et culturel est encore en attente d'une réalité de cette proposition de notre président. Moi, j'ai plutôt envie de parler de ce qui se passe à Nancy. Énormément d'artistes, d'associations indépendantes sont aujourd'hui dans l'expectative de leurs subventions pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu leur subvention votée sur le premier trimestre. Et pour le moment, voilà, ces artistes et ces associations sont en attente et je pense qu'il faut très très vite, en tout cas, que la ville puisse leur répondre et leur assurer le versement de cette subvention en 2020. Et il faut savoir que le monde culturel, le monde artistique se prévoit sur 2 années. Donc non seulement il faudrait, je dirais, un plan Marshall global pour pouvoir soutenir ces artistes en 2020, mais aussi en 2021. C'est primordial pour qu'ils puissent continuer à créer. Et puis, savoir aussi que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on est dans une structure labellisée nationalement avec des subventions qui ont été garanties pour la plupart, jusqu'à 80%, on n'est pas dans la même situation quand on est dans une compagnie indépendante ou même un artiste indépendant, un artiste des arts visuels. Je suis très inquiet pour nos artistes plasticiens avec un confinement qui perdure pour le moment, il faut le savoir. On ne parle pas encore de déconfinement pour le monde artistique, même si là aussi les propositions de l'État ont été un peu floues. À un moment donné, on interdit les festivals et puis après, on explique qu'à partir de début juillet, on pourrait ouvrir des petits festivals. On ne sait pas ce que ça veut dire, petit festival, mais moi, il y a 2 choses et je vais arrêter là. Il y a 2 choses qui me préoccupe, c'est comment effectivement soutenir davantage les artistes là sur les 2 prochaines années. Il faut vraiment énormément de moyens, que ce soit des moyens nationaux, mais aussi des moyens au niveau des collectivités locales et territoriales. Et puis, c'est comment redonner la confiance au public aussi, une fois que cette parenthèse sera terminée, parce que j'espère qu'elle sera terminée rapidement pour redonner l'envie de retourner dans les salles, dans les cinémas. Vous imaginez bien qu'à Nancy, on a le cinéma Caméo qui doit être dans une situation, je n'ai pas eu la directrice encore au téléphone, mais qui doit être dans une situation terrible parce qu'elle était déjà en situation délicate avant le confinement. Donc, on imagine qu'après le confinement, les choses vont être encore un peu plus difficiles. Donc, redonner confiance aux artistes aussi pour continuer à créer et redonner confiance au public pour qu'il puisse retourner dans ces salles le plus rapidement possible, parce que c'est le fait de partager, bien sûr, ces moments et d'être ensemble qui nous permet d'être ce que nous sommes, des hommes et des femmes pleinement en responsabilité. Voilà ce que je voulais dire. Bertrand, peut-être tu peux compléter. Je vais être vraiment très rapide parce que Hossein a tout dit. Juste peut-être lancer un appel au public. Il faut que les spectateurs, les lecteurs retournent au plus vite, dès que les conditions sanitaires seront réunies, retournent au plus vite dans les lieux de culture, parce que cette période, elle doit aussi nous faire penser la culture différemment, et on voit qu'on aura besoin de culture pour retisser le lien social, parce que le confinement, c'était un peu l'isolement.
Et demain, on aura besoin de refaire société. Et je n'ai aucun doute sur le fait que la culture jouera toute sa place à Nancy comme ailleurs. Voilà. Alors, les librairies ouvrent dès lundi, hein, donc précipitez-vous pour aller acheter vos livres si vous n'avez pas les livres qu'il vous faut. Bien, l'appel est reçu. Je repasse la parole à Mathieu, peut-être pour un mot de conclusion, avant qu'on ne se quitte pour ce soir. Oui, je voudrais vraiment appuyer ce que viennent de dire Ossine et Bertrand. La culture, c'est la façon en fait dont nous vivons les uns avec les autres. C'est ce qui nous différencie, notamment des animaux, notre plaisir à partager, à rêver, à imaginer, à créer, à inventer, à penser aussi. Et dans une période comme celle que nous traversons, les artistes se sont coupés en quatre. Moi, je l'ai vu sur, par exemple, les propositions culturelles qui ont été faites en ligne pour les plus jeunes, les enfants, de confier et confiner les personnes âgées, mais aussi des milliers d'autres propositions. Et les artistes dont on connaît les conditions de précarité n'ont pas mégoté leur énergie et leur talent. Alors, effectivement, demain, soyons au rendez-vous. Merci à toutes et à tous. Moi, j'ai apprécié ce rendez-vous parce que c'est une reprise d'échange. Il y en aura d'autres. Renaud vous le dira dans un instant. Soyez indulgents aussi parce qu'une première mérite toujours d'être améliorée, mais nous avons essayé de faire au mieux pour répondre à vos questions. Il y en a encore d'autres auxquelles nous n'avons pas pu répondre ce soir, mais nous ne voulons pas vous retenir plus longtemps. Nous allons nous retrouver régulièrement pour échanger, discuter. N'hésitez pas à contribuer aussi. Servez-vous d'utiliser ces outils numériques qui vous sont mis à votre disposition pour dialoguer avec nous, nous faire partager vos idées, vos envies, vos coups de gueule, vos colères, vos rêves. C'est aussi à ce prix-là que nous construirons un projet pour la ville et pour notre territoire. Et je veux dire aussi en ce 9 mai, 70e anniversaire d'un grand discours de Robert Schuman qui a marqué finalement le top départ de la construction européenne et la construction de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, que dans une ville comme Nancy, qui est au cœur de l'Europe, nous avons vu à la fois tout ce que la solidarité transfrontalière pouvait apporter en cette période de crise. Je pense à des patients du CHRU qui ont été transportés en Allemagne, au Luxembourg pendant la crise. Et je remercie nos amis allemands et luxembourgeois. Mais nous avons aussi vu qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui européenne coordonnée à cette crise. Il n'y a pas aujourd'hui de stratégie suffisamment forte. Il n'y a pas d'ambition sociale et économique suffisamment forte, notamment sur le plan de la réindustrialisation, pour faire face à une crise de cette ampleur. Donc, nous savons les défis que nous avons devant nous. Ils sont locaux à l'échelle de Nancy, ils sont européens et les deux se croisent. Donc, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de l'attention que vous nous avez accordée et de celle que vous nous accorderez dans les jours et les semaines qui viennent avec tous les colistiers de Nancy en grand. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt avec elles et avec eux. Passez une bonne soirée. Merci Mathieu. Je ne dirai pas beaucoup plus, simplement pour vous rappeler qu'en attendant notre prochain Facebook Live, qui aura lieu la semaine prochaine, même jour, même heure, même format, vous pouvez soumettre vos questions, vos réflexions, vos coups de gueule, comme dit Mathieu, en utilisant le compte Facebook de Mathieu Klein. D'ici là, je remercie tous nos intervenants et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon déconfinement. À très bientôt tous ensemble. Merci. Bye bye. Au revoir.